et d'avoir l'occasion de venir passer 2 jours au Touquet. On est arrivé hier. Donc effectivement, ce que je vais vous présenter est un peu exceptionnel, puisque une dizaine des plus grandes entreprises lilloises et aussi des entreprises internationales comme Cartier ont financé un tour du monde qui a duré à peu près 5 ans, où j'ai vu une trentaine des villes les plus dynamiques de la planète. J'ai rencontré les scientifiques les plus intéressants du moment, les artistes, mais aussi les philosophes, les gens, pour essayer de faire un point sur la situation planétaire. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un peu le résultat de ces 5 ans, voire 6 ans, 7 ans de recherche, puisque ça fait 7 ans que je suis à la Cato. On est en train de préparer d'ailleurs l'actualisation de tout ça pour le grand événement qui va avoir lieu pour les 150 ans de l'université. On va sortir un livre, on va faire un grand événement autour des 150 ans, donc en 2025. Et déjà aussi à la fin de ce mois-ci, on a déjà Ecopos, un grand événement où on réunit des milliers de personnes autour des grands enjeux planétaires, etc. Si on a fait tout ça, ce n'est pas pour le plaisir de le faire, en dehors du fait que c'était vraiment passionnant de le faire, c'est parce qu'effectivement, on a un espace d'observation extraordinaire avec nos 38 000 étudiants, et on voit bien que les jeunes aujourd'hui sont très très préoccupés par les grands enjeux planétaires. Et qu'il ne fallait pas laisser la situation en l'état, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on a finalement le champ des médias est occupé soit par les gens qui dénient la situation, soit par les personnes qui voient la situation de manière absolument catastrophique et en quelque sorte démotive un peu tout le monde et surtout déprime les jeunes. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était pas nier la situation, ne pas être dans le déni d'une situation planétaire qui, de toute façon, est extrêmement bien documentée aujourd'hui, mais aussi de répondre positivement à tout cela en essayant de trouver des solutions. Donc ce que j'ai fait dans le monde entier, c'est essayer de comprendre un peu comment émergeaient des solutions et qu'est-ce qui était en train de se passer au niveau global. Voilà, alors je vais faire tout de même les réserves d'usage. Donc si vous voulez, moi-même, bon, je travaille depuis 30 ans là-dessus. Il est inutile de vous dire que présenter 30 ans de travail en une demi-heure, c'est juste impossible. Mon frère, qui est mathématicien, récemment, je lui demandais très modestement de comprendre ce qu'il faisait. Il m'a dit, écoute Michel, bon, pour un autre mathématicien extrêmement calé, il va falloir 10 ans pour comprendre ce que je fais. Donc c'est inutile que je t'explique ce que je fais, parce que de toute façon, tu ne comprendras rien. Bon. Alors j'essaie de regarder quand il intervient à Harvard, à Cornell. Bon, c'est un des plus grands mathématiciens au monde aujourd'hui. Mais effectivement, je ne comprends rien de ce qu'il raconte. Donc je vais essayer de vous faire comprendre ce que je raconte, mais néanmoins, quand vous travaillez depuis pendant 30 ans sur un sujet, c'est extrêmement difficile de faire un résumé en 30 minutes de vos recherches. Donc l'autre chose aussi, alors j'avais expliqué ça à Marc, bon, je refuse systématiquement de parler devant des personnes qui n'ont pas lu le livre avant, parce que si vous voulez, d'une certaine manière, c'est un peu absurde. Mon temps est extrêmement compté, donc c'est un peu absurde de présenter des recherches comme ça sans que les personnes, quand j'interviens aux États-Unis ou au Japon, dans le monde entier, les gens lisent le livre avant. Vous voyez. Alors Marc m'a dit non, 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 mais ici c'est un peu différent, ils ne vont pas lire le livre avant, etc. Bon. Donc en même temps, par définition, si vous voulez, on a une présentation à Paris où les gens se ressortaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas obligatoirement tout compris. Mais effectivement, il faut faire des efforts pour comprendre. Donc, je vous invite à acheter le livre si vous êtes sérieux et à travailler ça après. Moi, je vais vous faire une sorte de présentation très, très rapide. Et aussi, une troisième réserve, c'est ce que je vais vous dire. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit dans les journaux, dans la presse, etc. Parce que, effectivement, pour des raisons politiques, etc., c'est très... Si vous voulez, la situation aujourd'hui planétaire, elle n'est pas obligatoirement dans les médias. Et mon père, qui était chirurgien, disait, quand je vois dans mes domaines ce que disent les journalistes, j'ai beaucoup de scepticisme sur le fait qu'ils disent quoi que ce soit d'intéressant. Parce que quand ils parlent de mes sujets que je connais, c'est très, très loin de la réalité. Donc effectivement, il y a un très grand déphasage, alors sans parler des fake news, vous voyez, de tout l'aspect, mais il y a un très grand déphasage entre ce que nous, on sait en tant que scientifiques, ce qui est diffusé par la presse, et après tout l'ensemble des fake news qui en plus multiplient les erreurs, etc. Donc ce que je vais vous raconter,
Ce n'est pas ce qu'on vous raconte dans les médias, donc ne vous étonnez pas de ça, ne dites pas, ah ben, c'est pas ce que j'ai entendu à la télévision. Ben non, sinon je ne serais pas payé des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros pour aller faire le tour du monde pour juste raconter ce qu'il y a dans les médias, évidemment. Alors, d'abord, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation très très particulière. Si on prend les 3 millions d'années, parce que maintenant on a très très bien documenté scientifiquement les 3 millions d'années de l'histoire de l'humanité, en 1850, on était 1 milliard. C'était la première fois dans les 3 millions d'années qu'on était 1 milliard. Aujourd'hui, en 2022, on est 7, voire 8 milliards. Donc vous voyez qu'on est en train de vivre, déjà ça c'est très simple, quand vous faites de la prospective, quand vous faites des travaux sur le futur, vous travaillez sur la question de la population. Parce que la population, de toute façon, ça vous donne déjà des éléments fondamentaux. Donc quand vous voyez qu'on passe d'1 milliard à 8 milliards, que dans toute l'histoire humaine, ça ne s'est jamais passé, bah, vous comprenez un peu la situation dans laquelle on est. Et la situation dans laquelle on est, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez, alors on a couvert l'ensemble des prédictions sur la planète, c'est-à-dire il y a une trentaine de centres qui travaillent sur le futur de la planète. Un des plus célèbres, c'est le MIT, vous savez, qui a fait les premières prévisions avec les premiers ordinateurs, tout à fait, dès les années 70. Nous, on a repris tout ce qui existait sur la planète. Donc il y a à peu près 1000 chercheurs, qui sont tous des gens qui voyagent dans le monde en permanence, qui documentent tout ce qui est en train de se passer sur la planète. Et au fond, on a 4 grands scénarios. C'est extrêmement simple. Il y a le premier scénario qui est très bien documenté, c'est l'effondrement. L'effondrement de l'ensemble de notre civilisation et peut-être la disparition de l'espèce humaine. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui est la croissance. On continue la croissance comme maintenant, c'est-à-dire on continue comme avant. Et on voit bien que ce scénario-là, quand on documente bien les choses, ramène au premier. C'est-à-dire qu'effectivement, la croissance va se continuer jusqu'au moment où on rentre dans le mur, et là, on sera en décroissance. Puis il y a un autre scénario, le troisième scénario, qui est extrêmement intéressant, parce que c'est un scénario positif, c'est le scénario que, dès maintenant, on fasse les choses nécessaires pour prendre le virage. Si vous voulez, c'est un peu pour l'image d'une voiture qui arrive dans un virage. À quelle vitesse elle arrive dans le virage, et est-ce que le volant fonctionne? Vous voyez, c'est pour vous donner ça. Et là, on tourne le virage, on tourne le volant assez tôt et à une bonne vitesse pour prendre bien le virage. Voilà. Et ça, c'est les autres types de scénarios qui demandent 3 choses. Un, qu'on réagisse, qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer, et qu'on soit proactif. Or, si vous voulez, moi, dans mes 30 ans où j'ai travaillé sur toutes ces questions au plus haut niveau des gouvernements, des grandes entreprises et tout ça, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une énorme difficulté à prendre le virage. Bon, l'exemple le plus simple de ça, c'est notre discussion avec Jacques Delors, qui avait très bien compris toutes ces questions et qui les présente à l'ensemble des chefs d'État de l'Europe en leur disant, voilà, on voit bien que le croisement des enjeux du digital plus les limites de la planète vont nous amener à un changement complet de civilisation. Est-ce que vous voulez qu'on affirme que l'Europe va se positionner sur ce changement de civilisation? Et les chefs des États, c'était déjà dans les années 90, 95, exactement, disent non. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que les questions que je vais vous présenter, on a pris énormément du retard dessus, même si c'est très bien documenté. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Dès les années 70, le MIT, l'ONU font tous les chiffres, etc. On sait très bien qu'on arrive à un moment stratégique de l'histoire de l'humanité. Et en fait, pour être très très clair, si vous voulez, le développement du digital, parce que dans le domaine du digital, on n'a encore rien vu, les ordinateurs continuent à doubler de puissance tous les 18 mois, mais évidemment, ce n'est pas la même puissance qu'au début. Vous voyez? C'est-à-dire que dans ce téléphone, il y a plus de puissance informatique qu'il y avait dans la navette qui est allée sur la Lune. Et dans 18 mois, il va avoir encore doublé de puissance. Et dans 18 mois, il va avoir doublé de puissance. Donc, et on rentre dans une période où l'intelligence artificielle va permettre d'accélérer, non pas par 10, par 100, mais par plusieurs dizaines de milliers de fois, la recherche.
Donc on est dans un processus exponentiel de la connaissance, d'un côté. Mais d'un autre côté, parce qu'on est 7 milliards, sans du tout d'ailleurs dévaloriser ça, c'est parce qu'on a fantastiquement réussi au siècle dernier, aujourd'hui on est 8 milliards, et 8 milliards, ça touche les limites de la planète, et tout simplement 8 milliards de personnes qui vivent au niveau américain, 8 milliards de personnes qui vivent au niveau américain, vous savez combien de planètes il faut? 5. Bon, alors vous avez tout compris à ce moment-là, de la situation actuelle. Donc, tout ça pour dire, pour arriver à une conclusion très simple et qui rend les choses claires pour nous tous, c'est que dans les 10 ans, vous-même, durant votre vie, vous allez voir l'espèce humaine soit prendre le bon chemin, soit disparaître. Dans les 10 ans qui viennent, c'est là que ça va se jouer. Alors, en sachant par ailleurs, pourquoi dans les 10 ans qui viennent? Parce que dans 10 ans, même si on voudra prendre le virage, ça sera trop tard. C'est exactement l'image de la voiture qui arrive à une certaine vitesse dans un virage. Après, au moment où vous rentrez dans le mur, vous pouvez dire « Ah, bah oui, j'aurais dû tourner le virage, le volant », mais évidemment, c'est trop tard. Et c'est très clair que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu déjà plusieurs fois des événements comme ça. Ce qui change la nature de cet événement, c'est-à-dire que plusieurs fois, il y a eu des effondrements et des émergences. L'Empire romain s'est effondré, aujourd'hui c'est très très bien documenté, etc. Et pour des raisons qui étaient déjà des questions de limites. De limites en fonction de leur technique de l'époque. Ils ne savaient pas comment gérer un empire qui était devenu tellement grand que les distances rendaient impossible une bonne gestion avec les moyens de l'époque, déjà. Donc c'était déjà, alors c'est très documenté, l'effondrement de l'Empire romain, pourquoi, comment, etc. De la même manière, aujourd'hui, on est à la limite de notre système tel qu'on le connaît. Il faut réinventer complètement un nouveau système. Il ne faut pas revenir sur des anciens systèmes. Aucun des systèmes anciens ne peut répondre à la situation actuelle. Et toute la question que je documente dans le monde entier, c'est est-ce que ce nouveau système il est en train d'émerger au niveau des chercheurs les plus avancés de la planète? Ou non? Et effectivement, est-ce que l'humanité va s'effondrer complètement? Est-ce qu'une partie de l'humanité va s'effondrer? Quelle est la proportion qui va s'effondrer et quelle est la proportion qui va survivre? Et quelles sont les clés pour passer à l'étage supérieur? Parce qu'au fond, ce qu'on sait en étudiant l'évolution de la planète, c'est que constamment, il y a eu des effondrements de ce type. On est à la 7e grande extinction de masse sur la planète. Ce n'est pas la première, hein. Il y a eu déjà 7 fois dans l'histoire de la planète un effondrement total de la biodiversité. Et après, ça a mis des millions d'années à retrouver une certaine diversité. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a une sorte d'effondrement, de risque d'effondrement global. Et la planète elle-même est très résiliente, parce qu'effectivement, elle a traversé des périodes bien plus catastrophiques que celles qu'on est en train de traverser. Donc le fait que la vie va continuer sur la planète, ça, par contre, on en est pratiquement certain. Le fait que les mammifères continuent à survivre sur cette planète, c'est une autre question, c'est déjà plus incertain. Mais le mammifère le plus fragile, le plus sophistiqué, c'est l'être humain, et lui, il dépend de l'ensemble de l'écosystème. Donc en fait, les êtres humains se sentent très très forts, en fait, ils sont hyper fragiles, parce qu'ils sont les premiers à risquer de disparaître. Donc la question pour nous, c'est de voir quel est ce passage positif qui peut permettre à l'humanité de vraiment survivre, mais aussi, plus que de survivre, parce que survivre, c'est passer à un nouveau stade de complexité, à un nouveau stade de civilisation qui permet non seulement de résoudre nos problèmes tels qu'on les connaît, mais aussi de passer franchement à un nouveau stade, parce qu'effectivement, regardez les siècles passés, regardez les millénaires passés, on s'aperçoit que l'humanité, et ça c'est très positif, a déjà traversé des vagues comme ça de transformation majeure. Alors pour vous dire, j'ai repris des illustrations, 3 millions d'années de chasse-cueillette. La planète, pendant 3 millions d'années, ça a été occupé par une population d'êtres humains très réduite, moins d'1 million, disent les historiens, qui sont dispersés sur l'ensemble de la planète, qui connaissent des vagues
successives de migration. Tout ça est très bien documenté aujourd'hui. On a beaucoup avancé sur toute l'histoire toute la partie historique sur la préhistoire. Ensuite, il y a environ 10 000 ans, d'ailleurs à l'époque déjà par un changement climatique, un réchauffement planétaire, qui permet le développement de l'agriculture et de l'élevage. Bon, on est en train de beaucoup travailler sur documenter exactement comment est apparue l'agriculture et l'élevage, et de plus en plus, il y a des théories qui se précisent sur cette question-là, c'est vraiment passionnant. Comment on est passé, il y a 3 millions d'années, après 3 millions d'années de chasseurs-cueilleurs, pourquoi, à un moment donné, les êtres humains commencent à développer des civilisations, l'écriture, etc. C'est tout de même étonnant, vous voyez, 3 millions d'années, bon, et puis brusquement, ils se mettent à développer l'écriture. Alors pourquoi? Et il y a un siècle, et nous sommes les enfants de ça, et il y a 2 choses qui se passent il y a un siècle, c'est grosso modo la généralisation de l'utilisation de l'énergie, du charbon et ensuite du pétrole, et la mécanisation, qui fait qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, c'est comme si on avait 200 esclaves qui travaillent pour nous, mais qui sont en fait l'énergie et les machines. Et du coup, avec la révolution industrielle, on peut supprimer l'esclavage, ce qui avait existé durant toute l'histoire des civilisations. On peut supprimer l'esclavage tout simplement parce qu'on les a remplacés déjà par des machines. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'intelligence artificielle et la robotique nous permettent d'aller encore beaucoup plus loin dans cette dimension. Et la grande révolution qui est en train de se passer, qui est inimaginable, regardez, ça dépasse tous les livres de science-fiction, c'est qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a à peu près 6 milliards d'ordinateurs sur la planète qui sont connectés tous ensemble, et vous avez les meilleurs chercheurs de la planète qui avant travaillaient chacun dans leur coin, et ils mettaient un siècle à diffuser leurs connaissances. Aujourd'hui, quand une nouvelle théorie mathématique apparaît, immédiatement c'est diffusé dans le monde entier. Moi, je travaille 24 heures sur 24 avec les meilleurs chercheurs de la planète sur le futur de la planète. On est tous connectés. Donc, si vous voulez, on est en train de faire une sorte de gigantesque ordinateur biotechnologique où les meilleurs cerveaux de la planète sont connectés en permanence et inventent constamment un nouvel état de la connaissance qui évolue de manière exponentielle. Donc ça crée les conditions complètes d'une nouvelle civilisation. Si on essaie de le comprendre par rapport aux anciennes civilisations, vous voyez qu'avant, on avait externalisé les ongles et les dents. Si vous allez dans les musées de préhistoire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des silex taillés. C'est intéressant, vous avez des silex taillés, très mal taillés au début, il y a 1 million d'années. Et puis après, 100 000 ans après, les silex sont un peu mieux taillés, et ainsi de suite. Pendant 1 million d'années, ce qu'ont fait les hommes, c'est tailler des silex. Et à la fin, il faut dire qu'ils sont magnifiques, hein. Ils sont polis, ils sont extraordinaires. Et même on se dit comment ils ont pu faire ça avec les moyens de l'époque, parce que c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe au moment où commence l'agriculture? Ben, vous avez dans les musées, au moment où commence l'agriculture, un pot en terre. Et en fait, c'est le prolongement des mains. Vous voyez, c'est l'acte de porter de l'eau transformée dans un pot en terre. Et là, pendant des milliers d'années, vous allez avoir des gens qui vont faire des poteries, d'ailleurs des poteries qui sont magnifiques, notamment en Grèce, et qui sont restées comme des œuvres d'art absolument extraordinaires de cette époque, de la même manière que précédemment, vous aviez les grottes de Lascaux. Et après, ce qui est extraordinaire à partir de 1850, 1900, a fortiori, c'est le fait qu'on va externaliser nos sens et nos viscères, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des caméras partout aujourd'hui, etc. On a appris à externaliser nos yeux et aussi à être capable de transformer le pétrole, le charbon en énergie, ce qui nous permet de faire exploser la population, de réduire les problèmes de faim dans le monde entier. Pourquoi la population était limitée jusque-là? C'est parce qu'il y avait un problème de famine endémique. Parce que quand vous ne pouvez pas massivement transporter la nourriture, par le train par exemple, eh bien, de toute façon, partout sur la planète, vous avez des famines endémiques qui apparaissent parce que tous les 7 ans, vous avez une mauvaise récolte, etc., et qu'on ne peut pas transporter massivement la nourriture, de toute façon, les enfants et les vieillards meurent. Et ça réduit la population et ça l'empêche d'exploser comme on l'a vu au cours de ce siècle. Et aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on est en train d'externaliser? Notre cerveau et nos nerfs.
On a un réseau planétaire qui communique dans le monde entier. Les ordinateurs n'arrêtent pas de multiplier leur puissance. Et voyez aussi la fantastique accélération, parce que la chasse-cueillette, ça dure 1 million d'années, l'agriculture-élevage, 10 000 ans, l'industrie-commerce, 100 ans. Donc vous voyez bien ce fantastique processus d'accélération dans lequel on est. Alors je ne rentrerai pas dans la manière dont le pouvoir évolue, les échanges, la réflexion, la communication, l'organisation. Bon, il me faudrait des heures et des heures pour vous en parler, mais tout ça pour dire que très clairement est en train de se dessiner une nouvelle civilisation complètement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'alors. Et la question aujourd'hui, elle n'est pas tellement de savoir si la nouvelle civilisation va apparaître ou pas, parce que de toute façon, elle va apparaître de la même manière que les civilisations du passé étaient nécessaires pour l'évolution humaine, mais c'est est-ce qu'elle va apparaître à une vitesse suffisante face aux grands enjeux planétaires, et notamment l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique. Est-ce qu'on va avoir le temps d'établir une nouvelle civilisation qui répondra notamment à la question de l'usage de l'énergie, puisqu'on voit bien aussi qu'à travers tout ça, et durant toute l'histoire de l'évolution humaine, la vraie question, c'est la question de l'énergie. À chaque époque, il y a un autre usage de l'énergie, et aujourd'hui, on doit réinventer globalement notre rapport à l'énergie, puisque encore aujourd'hui, 80% de nos transports, par exemple, sont basés sur le pétrole, et d'ailleurs, il y a une grève en ce moment sur le pétrole. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un moment extraordinaire de l'histoire de l'humanité, où dans les 10 ans qui viennent, va se jouer le futur de l'humanité, la disparition ou la continuité de notre espèce, et le possible transformation globale de l'ensemble de la planète dans un nouvel état de civilisation qui sera aussi inouï pour nous que l'est pour un monde féodal, vous voyez, des paysans du Moyen-Âge qui arriveraient, qui verraient un TGV. C'est incompréhensible pour eux, vous voyez, qui diraient, mais où sont les chevaliers? Vous voyez, ils diraient, mais il n'y a pas de chevaliers chez vous? Mais où sont le roi? Tout leur univers a disparu. Mais là, de la même manière, dans les 10 ans qui viennent, soit le monde, on ne va pas être capable de prendre le virage assez vite, et du coup, on va disparaître, soit on va avoir pris un virage qui nous projettera dans un monde totalement différent de tout ce qu'on a connu jusque-là. Alors, on peut essayer de spécifier, si vous voulez. Nous, ce qu'on a voulu, c'est spécifier un peu ce nouveau monde, à quoi il ressemble. Et c'est là où le travail a été le plus important. Et c'est ce travail que j'ai commencé au ministère de la Recherche, que j'ai continué ensuite dans le monde entier. Et évidemment, je ne vais pas vous expliquer toute cette nouvelle civilisation en une demi-heure. C'est juste impensable. J'ai écrit 20 bouquins sur ça. Mes livres sont publiés à New York, etc., dans le monde entier. Donc je vous invite à travailler là-dessus. Et ce n'est pas simplement me lire moi, parce que bon, je ne suis pas tout seul, il y a des milliers de travail. C'est vraiment de vous documenter ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, ça va rendre votre vie absolument passionnante, parce que vous voyez qu'on est en train de vivre un moment absolument extraordinaire de l'histoire de l'humanité. C'est comme si vous étiez pris dans un film, c'est encore mieux qu'un James Bond, hein, franchement. Et c'est la réalité. Alors, cette évolution du monde, il est très intéressant de la lier à l'évolution de la psychologie des gens. Parce qu'effectivement, ce qu'on a documenté très clairement, c'est que la psychologie, c'est-à-dire la psychogénèse, c'est-à-dire la manière dont la psychologie d'une personne évolue au fur et à mesure qu'elle évolue, et la manière dont les sociétés évoluent, il y a une correspondance, heureusement d'ailleurs, parce que si vous voulez, si les sociétés évoluaient d'une certaine manière et les gens d'une autre manière, ça aboutirait à ce qu'on arrive à une société impossible. Ce qui est bien, c'est que si vous voulez, ce qui est assez logique, la psychogénèse, c'est-à-dire la manière dont un individu peut évoluer au cours de sa vie, et la manière dont la sociogénèse, c'est-à-dire que les sociétés évoluent, est cohérente. Et grosso modo, on a repéré en faisant, alors là c'est partir sur des millions d'interviews, etc., on a repéré 4 grandes phases dans la psychogénèse. La première phase, qui correspond tout à fait à la chasse-cueillette, c'est survivre, on apprend à survivre. Mais c'est vrai aussi dans la vie d'un enfant. Au début, il apprend à se nourrir, à manger, à dire bonjour, à parler, vous voyez, il apprend la survie dans le groupe. Après, la phase 2, c'est l'appartenance.
Donc là, c'est une phase très très importante, c'est l'intégration des codes qui régissent la société. Donc vous avez des personnes qui mettent, vous apprenez la politesse, vous apprenez à vous tenir à table, etc., etc., etc. Ça, c'est la phase 2. Après, il y a la phase 3 que vous connaissez tous avec vos adolescents, etc. C'est l'émancipation. C'est-à-dire que l'individu commence à dire, bah oui, mais tous ces codes sociaux et tout ça, c'est bien, mais moi, je veux m'exprimer. Qui je suis? Est-ce qu'il y a une place pour moi dans ma singularité, dans mon altérité, dans ma différence? Bon, vous voyez que déjà, la phase 1 et la phase 2, de toute façon, toute société organisée, les individus doivent traverser la phase 1 et la phase 2. La phase 3, il y a déjà beaucoup moins de monde qui arrive à ce stade. Pourquoi? Parce que c'est un moment d'émancipation qui correspond d'ailleurs en sociologie tout à fait à l'époque révolutionnaire, l'apparition de l'ère industrielle, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, ces idées-là, c'est typiquement la phase 3. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'autonomie, si vous voulez, il faut une autonomie des personnes. Et la phase 4, c'est l'interdépendance, c'est la capacité à se penser dans une globalité en étant créateur, mais en même temps à l'écoute de cette globalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a bien exploré la phase 1, ça c'est très connu, la phase 2 aussi, la phase 3, il y a quelques individus de l'ère industrielle, ça a été le grand apport de l'ère industrielle de donner l'espace à ce que des gens puissent avoir suffisamment de liberté et d'autonomie pour explorer la phase 3, mais ça n'a pas touché toute la population, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui tout simplement travaillaient dans les usines, ils étaient plutôt en phase 1 et 2, ils ne pouvaient pas trop s'émanciper, c'était plutôt la classe moyenne supérieure qui pouvait s'émanciper, réfléchir, etc. Bon, vous voyez, on a élargi la partie de la population qui pouvait rentrer en phase 3, et aujourd'hui, ce à quoi on est confronté, c'est le passage en phase 4, c'est cette capacité à penser, bien évidemment, notre famille, notre survie, notre famille, notre pays, mais aussi la globalité, c'est-à-dire l'état de la planète. Et on voit bien qu'en sociogénèse, en psychogénèse, cet élargissement des horizons, c'est-à-dire cette capacité à penser le futur de la planète, c'est la phase de développement ultime pour l'humanité. Alors, on a documenté ça très très en détail. C'est des centaines et des centaines d'interviews dans le monde entier, etc., pour essayer de fonder cette évolution. Et ça a été repris de tas de manières différentes. Alors là, vous voyez, c'est un peu, c'est pour populariser tout ça. Et effectivement, tout ça a amené une transformation totale des organisations. Beaucoup d'entre vous ont été chefs d'entreprise. Donc, petit à petit, vous avez vu la complexité devenir de plus en plus grande autour de vous. On voit bien que tout le corpus des écoles de commerce économique, rationnel, court terme, il est de plus en plus challengé par le moyen terme, les questions sociales et la dimension émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous vendez un produit uniquement rationnellement, vous savez que ça ne marche pas tellement bien. L'Oréal a été un des premiers à vraiment faire exploser ses ventes parce qu'ils dépassaient une seule relation rationnelle au produit. Vous voyez, ils étaient capables de vendre leurs produits au-delà de la dimension rationnelle. Et effectivement, aujourd'hui, l'éthique, le long terme, l'écologique apparaît. Donc, en fait, tout ça pour dire, c'est que la gouvernance est devenue de plus en plus complexe, avec des parties prenantes de plus en plus divers, et ça mène aussi un changement total dans la manière d'envisager l'entreprise et le monde, puisque ça ramène à une vision intégrale, et le pape François a beaucoup parlé de ça dans ses derniers livres, mais c'est un courant mondial, c'est de penser de manière plus intégrale, et non pas simplement, vous voyez, le petit carré économique court terme rationnel qui était habituel dans l'organisation scientifique du travail. En fait, c'était économique, rationnel, court terme. Donc, on peut prendre des exemples d'entreprises qui jouent sur les différents niveaux. Et vous voyez bien que ceux qui restent dans le carré du bas, eh bien, ils sont de plus en plus challengés, ils sont de plus en plus attaqués, et ça ne fait que commencer. À la limite, à la fin, ils vont être au pilori. Ils vont être... parce qu'on va leur reprocher d'avoir une vision trop court terme, trop rationnelle, trop économique, qui a précipité le fait qu'on aille dans le mur. Donc vous voyez, ce qui était une bonne gestion autrefois devient même des éléments d'un futur procès contre eux, parce que justement, ils n'ont pas vu le virage arriver.
Donc en termes de culture, ça change complètement la nature de la culture. Et on arrive là maintenant aux écosystèmes innovants. Là, il est 12h30. Pour parler un peu du futur, mais on voit bien que dans le monde entier, il y a